Bonjour et bienvenue dans notre série Golden Ways, au fil de soi, les itinéraires d'accompagnement en profondeur. Je suis Debia et dans cette série, on explore les différentes façons de mieux se connaître. Chaque épisode, j'invite une thérapeute ou une accompagnatrice pour découvrir une approche concrète, ses bénéfices et comment l'essayer en toute sécurité. Aujourd'hui, j'accueille Bakary, guide tisserand MO2I, et nous allons découvrir avec lui ce qu'est le MO2I, mode opératoire, identitaire et itératif. Et comment peut-il aider dans la connaissance et le développement de soi. C'est parti. Bonjour Bakary. Bonjour Debia. Comment ça va? Ça va super, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être venu. Alors, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qu'est-ce qui t'a mené à devenir guide tisserand MO2I? C'est une longue histoire. Alors moi je m'appelle Bakary, je suis un enfant issu de la banlieue parisienne. J'ai toujours eu un regard un peu critique sur le monde où je vois des choses et ce qu'on me dit du monde, il y a une dissonance. Mais je ne me suis jamais penché sur la question. C'est surtout suite à une épreuve difficile, le décès de ma mère, où j'ai décidé vraiment de comprendre qu'est-ce que le monde, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que je suis. Et c'est là que j'ai entamé ma quête de connaissance de soi, ma quête spirituelle. Et donc, à travers cette quête, j'ai dû travailler sur moi, me faire accompagner, faire du coaching. Et dans ce cadre-là, j'ai exploré différents outils de connaissance de soi. Voilà, l'énéagramme, qui est un outil que j'apprécie beaucoup, la processcom, etc. Donc, et ensuite, dans ce cadre-là, où je rencontrais des gens qui étaient à peu près dans la même dynamique, on m'a parlé une fois du mode opératoire. En fait, je discute avec quelqu'un, il me dit: t'as fait ton MO2I? J'ai dit, bah non, qu'est-ce que c'est? Et ok, ça passe. Bon, on me parle tellement de trucs que je ne vais pas commencer à explorer tout ce qu'on me raconte. Et une deuxième fois, dans un autre cadre, je discute avec quelqu'un, t'as fait ton MO2I? Au bout d'un moment, à la fois, je me suis dit, bon, bah écoute, on va explorer ce truc-là, qu'est-ce que c'est? Par curiosité, donc j'y vais. Et je m'inscris à un premier stage, découvrir son excellence, découvrir son mode opératoire identitaire et itératif. Et donc là, c'est une expérience que j'ai extraordinaire. J'apprends à connaître Joël Guyon. D'ailleurs, je l'ai interviewé dans la foulée, c'était génial. Et je découvre mon processus, et c'est aussi une forme de révélation, une confirmation de qui je suis, de mon chemin de vie. Et à la suite de cet atelier, en fait, moi, tout de suite, j'ai commencé à penser à la suite. Tu vois, je me suis dit, mais attends, déjà que je suis dans la connaissance de soi, je découvre cet outil, l'effet que ça m'a fait. Et je me dis, OK, il faut que je me forme, il faut que j'apprenne à utiliser cet outil, car pour moi, c'est un outil précieux pour accompagner les gens à mieux se connaître et à trouver leur juste place dans le monde. Alors, je confirme, moi qui aime beaucoup tester un petit peu toutes les différentes façons de se découvrir et qui ai testé le MO2I justement, j'ai fait le parcours avec toi d'ailleurs, mais bon, ça on va en parler plus tard. D'ailleurs, avant d'avancer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le MO2I? Alors, le MO2I, il y a deux noms. Il y a un nom barbare un peu, MO2I, c'est-à-dire mode opératoire identitaire et itératif. En gros, ça parle d'un mode d'action, un peu comme un criminel qui a son mode opératoire, sa propre façon d'agir. Donc, on s'intéresse vraiment à l'action pour découvrir qui est la personne dans son mode de fonctionnement. Donc, c'est un mode opératoire et ça part du postulat que chaque humain a son propre mode opératoire. C'est pour ça qu'il est identitaire et itératif dans le sens où c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, sans en être conscient. C'est ça le pire, tu vois. Souvent, quand je dis ça, on me dit, mais est-ce que c'est pas une promesse mensongère? Mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est tellement proche de nous qu'on ne le voit pas. Et la révélation permet justement d'en faire quelque chose de très précieux. C'est vrai qu'à la fin, quand on le découvre, on se dit, ah, c'est ça. C'est ça. ça fait ça. Alors, sur quoi repose le MO2I? Quels sont les grands principes du MO2I? Quels sont les grands principes du MO2I? Je dirais que c'est corrélé à la structure même de sa programmation intérieure. C'est aussi corrélé à une forme de vocation que chaque humain a, c'est-à-dire le sens qu'on veut donner à sa vie et la contribution qu'on veut apporter au monde. Et ça part du postulat que si on lâche des humains dans le monde, comme ça,
comme chacun a sa sensibilité, chacun a son regard singulier du monde, fatalement, par la répétition, par la passion d'un sujet, va développer une expertise. Ce qui rend un humain expert dans un domaine, c'est parce que le sujet lui tient à cœur et c'est quelque chose qu'il fait tout le temps. Et fatalement, on devient expert. Et donc, le MO2I part du principe que chaque humain, quand il arrive au monde, est touché par une forme de blessure ou une souffrance, où il y a un état du monde A qui ne supporte pas. C'est une répulsion, parce qu'il a souffert de ça, parce qu'il a vu ses proches dans cette situation. Enfant, il s'est trouvé impuissant pour pouvoir améliorer les choses, contribuer à créer une situation B qui est plutôt vertueuse pour soi ou pour le monde, et donc va développer tout un mécanisme, va programmer son inconscient ou son subconscient à créer un processus pour transformer cette réalité A en réalité B. Et ça va devenir une forme d'obsession. Alors quand on est enfant, on n'est pas là en train de conscientiser, on veut juste arriver à l'objectif. Donc c'est un processus qui est mis en place, mais pas de manière conscientisée. Et donc, au fur et à mesure de son expérience, vu que c'est un sujet qui lui tient à cœur, il va développer tout un processus efficient pour résoudre cette problématique, transformer une situation A en une situation B. Et à force de répétition, au fil de sa vie, il devient de plus en plus expert de ce sujet. Ok, donc si je comprends bien, à la base, c'est un mode opératoire qu'on adopte pour répondre à un besoin qui est primaire pour nous quand on est enfant. En quelque sorte, c'est ça. C'est une situation A qui provoque une répulsion forte, une souffrance, quelque chose qu'on refuse de voir dans le monde, et une situation B qui représente quelque chose de vertueux, un équilibre, une valeur immense pour nous et pour les autres. Et donc, on développe tout un processus pour aller de la situation A à la situation B. Donc, c'est important de dire que le MO2I, ce n'est pas une thérapie en soi, mais c'est plutôt un outil de connaissance de soi. C'est ça. Qui peut être peut-être utilisé par des thérapeutes. C'est ça. Le MO2I, c'est vraiment un outil de connaissance de soi. On s'intéresse à l'agir de manière froide, neutre, et en observant l'agir, le mécanisme de l'agir, en mettant en lumière le mode opératoire, ça nous donne justement une base intéressante pour ensuite travailler. Alors certains vont l'utiliser dans le cadre de l'efficacité, le travail en équipe, et ensuite on va pouvoir l'utiliser également pour la thérapie, trouver un équilibre intérieur, comprendre certaines blessures, les guérir, etc. etc. D'accord, donc on n'est pas obligé d'attendre à ce qu'on se sente mal pour aller découvrir son MO2I. Pas nécessairement. Et toi, donc tu es guide tisserand. Ok, qu'est-ce qu'un guide tisserand concrètement? Alors le nom, c'est vrai qu'il paraît un peu ésotérique, oui, guide tisserand. C'est ça. Alors un guide tisserand, concrètement, c'est une personne qui a été habilitée et formée par l'Institut de l'Action. L'Institut de l'Action qui a été fondé par Joël Guyon, qui est le fondateur de la méthode MO2I. Et donc toute personne qui suit le cursus complet, parce qu'il y a différents cursus en réalité dans le réseau des personnes qui sont habilitées à découvrir les MO2I, les excellences. On a des praticiens, des maîtres praticiens, et ensuite le stade suprême, c'est le guide tisserand. Guide tisserand, c'est appartenir à un réseau avec une intention, c'est-à-dire tisser ensemble, tisser les blessures du monde. C'est en lien avec Abdenour Bidar, qui a écrit un livre sur ce sujet, c'est-à-dire utiliser 3 principes pour guérir les blessures du monde et créer un monde plus harmonieux. C'est-à-dire par une exploration profonde du soi, qui je suis, comprendre son soi profond, ça permet de trouver une forme d'équilibre intérieur, une créativité accrue, une forme d'épanouissement profonde. Deuxième principe développé par Abdenour Bidar, c'est améliorer son rapport aux autres dans une collaboration, dans une contribution, dans une forme de tolérance et d'acceptation. C'est-à-dire que l'individu qui est dans une forme d'acceptation de l'autre, quand on se connaît, quand on connaît sa place, quand on comprend l'autre, quand on comprend sa place, eh ben, c'est plus propice
à la collaboration, la tolérance, même la distance par rapport à ce que font les autres. On comprend le processus qui fait que il agit comme ci, il agit comme ça. Et le troisième principe, c'est plutôt spirituel, c'est être en harmonie avec le monde, avec la réalité, avec son environnement, dans une forme d'émerveillement de ce qui est, être dans cette danse cosmique du monde. Et donc, c'est un peu cette intention profonde qu'ont les guides tisserands à travers cet outil qui a l'air simple comme ça, de connaissance de soi. Ça permet justement de se déployer dans ces trois thèmes de connaissance de soi, rapport au monde, rapport à la réalité, à la nature. Et l'idée, c'est que si chacun connaît sa singularité, la manière dont il peut apporter un maximum de valeur aux autres, une forme de tolérance et d'acceptation de la singularité de l'autre, on crée un monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus juste, et c'est une manière de guérir un peu les blessures du monde. On comprend pourquoi le nom un peu ésotérique, guide tisserand. On va redescendre un petit peu dans le concret. J'ai envie de dire quelque chose d'un peu plus terre à terre. C'est l'accompagnement pour découvrir son MO2I. À quoi ressemble un atelier pour découvrir son MO2I? Comment se déroule la séance, si c'est une séance? Voilà. Dis-nous comment ça se passe. Quelqu'un veut découvrir son MO2I, il vient, il toque, il dit « Bakary, je veux le faire ». Comment on fait? Comment ça se passe? Alors déjà, il y a deux formes d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui peut se faire en individuel, c'est-à-dire c'est le guide tisserand avec son client, en one-to-one, soit en présentiel, soit à distance. Et il existe également l'atelier. Donc c'est un atelier qui se fait en petits groupes, qui peut aller de 2, 3, voire 6, maximum 8, mais 8 c'est vraiment beaucoup, sur 2 jours. Alors comment ça se passe concrètement? C'est un moment en fait d'interaction, d'échange, et donc la personne vient nous voir, on passe à un entretien, alors certains le font en 1 heure, 2 heures, où il y a un échange. On s'intéresse à la personne, à son expérience de vie, et à travers un questionnement, à travers une exploration de son mode de fonctionnement, de ses actions, on va déceler en fait un pattern commun, son mode opératoire, c'est-à-dire que c'est le guide tisserand, par son expertise, qui va déceler à travers tout l'échange quel est le processus du mode opératoire. Et il se fait en 7 étapes, c'est-à-dire qu'il y a un contexte déclencheur qui déclenche l'action, il y a l'objectif visé, et il y a le processus qui permet d'aller du contexte déclencheur à l'objectif. C'est-à-dire quelle information il collecte dans l'environnement, comment il mémorise cette information, quelle analyse il fait de cette information, qu'est-ce qu'il crée concrètement, comment il crée concrètement, et dans la matière, comment il agit pour transformer justement la réalité A en réalité B. Et donc pendant la séance, on va mettre des mots sur tout le processus d'action, dans une première étape, dans une première phase. Et ensuite, les autres séances, on met en place des exercices pour permettre à la personne d'intégrer son processus, d'affiner sa compréhension de son processus pour que la personne, à la fin de l'accompagnement, elle puisse pleinement se l'approprier et l'utiliser dans son quotidien. Car, je ne l'ai pas dit, mais quand on découvre son mode opératoire, il y a plein de processus psychologiques qui peuvent rentrer en ligne de compte, des processus où on peut être dans une forme de rejet de son processus parce qu'il diverge de ce qu'on appelle l'identité narrative, c'est l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes. Mm-hmm. Par exemple, je me dis, moi, je suis comme ça, je suis comme ci, je suis comme ça, et tu découvres ton mode opératoire, tu te rends compte qu'en fait, non, t'es pas comme ça. Voilà. Alors peut-être qu'on peut utiliser un autre mot un peu plus, peut-être parlant aux auditeurs concernant le mode opératoire identitaire et itératif. On peut dire l'excellence. Oui, c'est le deuxième nom qu'on donne au processus. C'est quelle est ton excellence d'action. Oui. C'est le mot un peu plus sexy, mais au fond, ça veut dire la même chose. Quand je dis mode opératoire ou quand je dis excellence, oui, c'est la même chose. Et parfois, l'excellence, on peut avoir ce processus de rejet. Et donc, tout le travail du suivi derrière, qui peuvent se faire en 2 séances, 3 séances d'accompagnement après la découverte, il sert justement à lever tous ces doutes-là, permettre à la personne de bien s'approprier. Et puis même dans l'explicitation du processus, le choix des mots va être important. C'est-à-dire que les mots que moi j'utilise pour dire le devoir ou contribution,
ça a une connotation pour moi, mais pour la personne qui est accompagnée, c'est peut-être un peu différent. Et donc, l'idée, c'est de trouver les justes mots pour que la personne puisse bien se l'approprier, le comprendre et aussi affiner la compréhension, le sens de son processus pour que l'intégration se fasse et que la personne en fasse quelque chose après. C'est vrai qu'à la fin, on arrive avec une phrase qui commence par « J'ai l'art de ». J'ai l'art de. Exactement. Voilà. Et on a tendance à croire, quand on dit « je vais découvrir mon excellence », on est curieux, on s'attend à découvrir un truc de fou. Mais en fait, à la fin, comme tu as dit, on arrive finalement à mettre des mots sur quelque chose qu'on fait de façon banale, inconsciemment. Et peut-être, alors je pense qu'il faut le dire quand même, il y en a qui peuvent être déçus, c'est ce cas-là que tu décris, parce que tout simplement, ils n'ont pas forcément... déjà, ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit aussi banal. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il n'y a que eux qui savent faire ça. Exactement. Alors, effectivement, un des principes du mode opératoire, c'est que c'est quelque chose de vraiment unique. C'est-à-dire que, déjà, il y a 7 phases dans le mode opératoire. Donc, il peut y avoir des petits points communs entre les individus, mais les combinaisons sont infinies. Et ça part vraiment de l'être dans sa chair, dans sa profondeur. Et on est tous singuliers, on a tous des sensibilités différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très singulier. Et effectivement, une tendance qui est très forte quand on découvre ce mode opératoire, c'est de banaliser. C'est un peu comme si Superman, il découvre son pouvoir. Et moi, je lui dis, en fait, non... lui, il me dit, mais non, moi, je ne veux pas être Superman, je voulais être Batman. Parce que Batman, lui, il a ci, il a ça, il a ça. Sauf qu'en fait, si lui, il a choisi d'être Superman, c'est parce que ce sujet, c'est ce qui lui tient le plus à cœur. Oui. Et comme c'est trop proche, moi, j'appelle ça le voile de la proximité, on a tendance à le banaliser. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Ça ne nous demande aucun effort. C'est fluide dans notre chemin de vie. On se dit, mais quelle est la plus-value de ça? En plus, si la personne, si elle regarde son passé, elle se rend compte que plein de fois, elle l'a mis en œuvre et personne n'a valorisé. Même on leur dit, mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu fais pour moi? Et donc, tout le travail de l'accompagnement, c'est justement remettre cette valeur, faire conscientiser la personne qui découvre son mode opératoire que c'est ce qu'il y a de plus précieux pour lui, et ça a une valeur incommensurable, quand bien même elle n'est pas perçue par tout le monde. Et donc, effectivement, ça, c'est un frein qui est vraiment important dans la découverte de ce mode opératoire, cette banalisation de ce mode opératoire. C'est un truc sur lequel on met beaucoup l'accent afin que chacun puisse réaliser que c'est vraiment un truc précieux pour lui. Effectivement. Alors, une autre question. Est-ce que le MO2I, en tout cas quand on fait la séance, donc ça permet de revisiter un peu les blessures du passé, les émotions qu'on a engrammées, ou il est plutôt axé, centré sur le présent aussi? Je rajoute le présent aussi parce que, voilà, d'après la description que tu as faite, on voit bien qu'on revient un petit peu au passé, mais est-ce qu'il y a un côté où on agit sur le paramètre présent dans la démarche? Alors, il y a le présent parce que c'est vraiment l'action dans l'instant présent. Et puis, quand on fait l'entretien de découverte, la personne parle de son présent, même si elle se projette dans son passé. En général, quand on projette le passé, en fait, on a juste une image déformée du passé. Et en fait, la réalité, c'est ce qui compte, c'est comment la personne elle est aujourd'hui et quels souvenirs elle garde de son passé, quels sont les points importants qu'elle garde de son passé. Mais c'est aussi un lien avec toute son histoire passée, son enfance, parce que quand on découvre son mode opératoire, ça nous permet de comprendre toutes nos blessures et une grande partie de nos souffrances, de nos blocages. Et découvrir ce mode opératoire, c'est clairement un outil précieux au niveau thérapeutique pour trouver une forme d'équilibre intérieur et dépasser certains traumas, certaines souffrances. Alors effectivement, ce n'est pas toutes les souffrances, mais je dirais que c'est un 80-20 de nos souffrances. Il y a 2 principes dans le mode opératoire. On dit que quand il y a plaisir, c'est qu'il y a certainement mode opératoire. C'est pour ça qu'on cherche justement des interactions de vie où il y a du plaisir. Mais également, quand il y a souffrance, il y a très certainement mode opératoire. Et donc, découvrir ce mode opératoire, c'est vraiment trouver une forme de thérapie. Après, je sais qu'en fonction des guides tisserands, il y en a qui sont très dans le terre-à-terre, c'est-à-dire que ce n'est pas des thérapeutes, ils ne cherchent pas à rentrer dans ce côté émotionnel, passé, donc ils vont juste être dans une démarche d'efficacité. Tu sais faire ça, tu es bon,
à l'ego, technique, etc. Après, il y a d'autres guides tisserands qui sont beaucoup plus dans l'aspect vocationnel, thérapie, équilibre intérieur, un peu comme moi. Et donc là, on va faire un travail, on va chercher dans le passé, on va comprendre les boucles émotionnelles, les situations problématiques qu'on recrée continuellement tant qu'on ne les a pas transcendées. Et donc, ça va être une véritable thérapie pour trouver un vrai équilibre intérieur et mieux vivre ou mieux appréhender son futur. Ah ben là, avec ta présentation, tu as court-circuité plein de questions que j'avais prévues. Mais c'est parfait, hein. Ça me va. Alors, j'ai une question concernant découvrir son M02I. Est-ce qu'il serait praticable ou peut-être il est pratiqué dans des entreprises? Oui, c'est quelque chose qui est utilisé par des guides tisserands dans le cadre de l'entreprise. Et l'objectif, c'est de créer en fait une forme de collaboration entre les différents membres de l'entreprise. Alors souvent, c'est fait d'abord avec les cadres, les managers. Et l'idée, c'est en comprenant là où chacun est excellent, en réfléchissant ensemble sur l'organisation, l'intention commune, on va pouvoir mieux collaborer, être plus efficient, gagner en chiffre d'affaires, etc., etc. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en place de plus en plus. Je sais que c'est fait chez Groupama, Disney, pour aider justement les équipes à travailler ensemble et être plus efficientes. En fait, en gros, dans une entreprise, finalement, quand on découvre, entre guillemets, l'excellence de chacun, on placera chacun dans son excellence au lieu de le mettre dans un poste où il va devoir ramer et mettre de côté son excellence, quoi. C'est ça. Ça permet un peu de rebattre un peu les cartes. C'est ça. Alors, tendre vers, parce qu'effectivement, c'est jamais parfait, mais l'idée, c'est de dire, lui, son talent, c'est ça, ce qui l'anime, c'est ça. Je sais déjà comment lui parler, comment communiquer avec lui, quoi lui demander, qu'est-ce qui a du sens pour lui. Et on va pouvoir restructurer les choses. Moi, j'ai accompagné pas mal de dirigeants également d'entreprises qui ont revu leur fonctionnement après la découverte de leur mode opératoire. C'est un peu comme un eureka. Ah ouais, d'accord. En fait, non, tac, 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 on va faire plutôt comme ci, comme ça, comme ça. Le fait d'être conscient de soi, de son mode de fonctionnement, ou conscient du mode de fonctionnement des membres de l'équipe, ça permet de restructurer les choses de manière beaucoup plus essentielle. Oui. Alors, il y a le fait d'être conscient, de le savoir, et le fait d'être conscient et de pouvoir juste... Comment on vit après, en fait? C'est qu'une fois qu'on l'a découvert, OK, on l'intègre, ça veut dire consciemment OK, mais après, au quotidien, comment je fais? Avant d'en être conscient, c'est quelque chose qui se déclenche de façon automatique, sans filtre, dans des situations adéquates ou pas. Mais après avoir mis de la lumière dessus, on devient un peu plus... déjà, on commence à l'observer. Et puis, on va choisir après quand est-ce qu'on le déploie ou pas. Et ça, je pense que c'est les summums qu'on peut faire avec son excellence. C'est ça. C'est-à-dire que le processus d'excellence, il se met en place dans l'enfance sans forcément mettre des mots dessus, sans conscience. L'objectif, c'est d'arriver à l'objectif. Et un enfant, il ne se dit pas... Il ne mentalise pas tout ça. L'important, c'est que ce soit efficace. Le problème avec le temps, c'est que comme il n'est pas conscientisé totalement, on le met en place de manière tout azimut, dans tous les domaines, dans tous les sens, et c'est un peu n'importe quoi. Alors, même sans découvrir son mode opératoire, quelqu'un qui va faire un travail sur lui ou qui va commencer à observer ou prendre du recul, il va tendre vers l'appliquer dans de meilleures conditions. Il va comprendre, en fait, naturellement qu'il y a des cas de figure, ça vaut pas la peine de le faire sans le connaître, mais il va se rendre compte que, voilà, à force de taper dans le mur, tu te rends compte. En fait, qu'est-ce qui se passe? Le mode opératoire nous permet d'apporter une grande valeur aux gens, à soi, et c'est un truc qui nous plaît énormément. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas à même de recevoir le diamant que je veux offrir. Parce que, voilà, c'est pas mon sujet, je m'en fous, j'ai pas compris la valeur. Si j'offre un diamant brut à un chimpanzé, il sait pas quoi en faire. C'est un caillou pour lui. Alors qu'avec ce diamant, il peut acheter 1 milliard de bananes. Tu vois, moi, je le sais, mais lui, il sait pas. C'est vrai. Et donc, quand on n'a pas de conscience, on va avoir tendance à le mettre en œuvre dans des contextes avec des personnes ou des groupes qui nous ont rien demandé. Ils sont pas là pour ça, ils n'ont pas envie, et on se casse les dents. C'est source de beaucoup de souffrance chez les individus. Donc, le conscientiser, c'est de commencer à se dire, OK, dans quel contexte c'est efficient pour moi de le mettre en œuvre. Et ce qu'on dit, c'est efficient quand on le met en œuvre dans un cadre où c'est contractualisé, où on a un mandat. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord, OK, je peux t'apporter ça, est-ce que tu es OK? Il y a une forme de respect du libre arbitre de l'autre. Et quand l'autre en face est volontaire, a envie d'aller là où je veux l'emmener, ou a envie de recevoir la valeur que je veux lui offrir, ça n'a rien à voir. Si je présente le diamant brut à
un orfèvre ou un horloger, il va dire « Ah oui, mais ça, c'est extraordinaire. Bien sûr, je le veux, ce diamant. » Et bien, c'est un peu ça le principe. C'est-à-dire que quand je vais mettre en place mon mode opératoire auprès des bonnes personnes, dans le bon contexte, ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Quand je vais le mettre en place dans le mauvais contexte, avec les mauvaises personnes, je vais me casser les dents, je vais lutter contre le vent, ça va me créer une souffrance intérieure et des dégâts dans ma vie. Une autre question. Est-ce que tu as des exemples de transformation de personnes que tu as accompagnées? Oui, des exemples, je pense que... Quel est l'exemple le plus spectaculaire? Je ne dirais pas que c'est des exemples les plus spectaculaires, parce que je pense que chaque expérience est singulière, et ce qui est puissant dans ce mode opératoire, c'est qu'on comprend comment chacun se met en mouvement. Moi, ça me permet de toucher du doigt en quoi chacun est créatif et sensible à une situation, et en quoi chaque expérience apporte une richesse en réalité absolue. Donc, il y a plein d'expériences où on voit des gens se transformer. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est quand la personne prend conscience de son mode opératoire, prend conscience avec un feedback marche arrière, ou toutes les situations où il l'a utilisé dans le bon contexte ou dans le mauvais contexte, il commence à relier un peu les points. Ça, c'est un truc extraordinaire. Après, des expériences qui m'ont un peu touché, c'est une personne qui découvre son mode opératoire et qui, justement, résiste un peu à son mode opératoire. En fait, c'est une personne qui a été abandonné par ses parents. Enfin, abandonné, c'est comme ça qu'il a vécu par ses parents. Il est né en Turquie, ses parents sont venus en France sans lui. Il s'est dit, mais en fait, mes parents, ils m'ont abandonné, ils sont partis sans moi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, lui, il développe justement le processus du mode opératoire, où l'idée, c'est de comprendre les attentes des autres, s'y conformer pour créer une relation, créer un lien, être choisi, sélectionné par ses parents. Et donc, moi, je découvre son mode opératoire sans connaître tout ce passif. J'ai découvert son mode opératoire, et il dit, bah non, moi, je ne vis pas pour les gens, qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je suis... je sais pas, je veux dire, je suis libre, autonome, etc. Et ce qui était marquant dans ce truc-là, c'est quand on a creusé dans l'histoire, on a compris comment il l'a développé, pourquoi il l'a mis en place. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe au-delà du mode opératoire. C'est-à-dire qu'on lui a fait, je lui ai fait prendre conscience qu'en fait, ce qu'il veut, c'est se connecter aux gens. Et c'est pas vivre pour les gens, parce qu'il fait pas ça avec tout le monde, n'importe qui. C'est je suis dans une intention de nouer une relation avec X, Y, Z, d'être sélectionné par tel ou tel client. Et donc, pour que la relation fonctionne, faut s'ajuster. Et c'est ce qu'il fait de manière excellente. Il a gagné des concours de karaté, il a participé au JO, il a été commercial. En fait, quand il est arrivé face au client, c'était cuit, parce que lui, il avait déjà vu toutes les attentes. Ouais. Et en fait, il ne pouvait pas choisir autre chose que lui. Et donc, quand il regarde toutes ces histoires, d'ailleurs, cet entretien où on questionne, on découvre, moi, je vois ça comme des pièces à conviction. C'est-à-dire que la personne raconte, nous, on explicite ce qu'il fait à travers différentes histoires. Et concrètement, ce qu'on constate, c'est qu'il se passe toujours la même chose, toujours la même chose. C'est des faits, c'est concret. Et là, on met ça en corrélation avec son histoire. Et là, toute sa vie reprend un sens nouveau. Et du coup, il a accueilli son mode opératoire. Et aujourd'hui, il est plus en paix avec lui-même. Il fait son cheminement de vie. Oui, franchement, c'est super intéressant comme partage parce que, encore une fois, il y en a beaucoup qui résistent à aller creuser à l'intérieur d'eux-mêmes parce que peut-être ça fait peur, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Mais il ne faut pas, on va dire, oublier que de toute façon, on peut fuir tout sauf soi-même. Donc, voilà. Donc, finalement, découvrir son excellence fait partie aussi des choses qu'on devrait peut-être faire. Moi, je dirais que... Alors, à partir de quel âge on peut faire ça? Alors, selon l'Institut, officiellement, c'est à partir de 16 ans. Ça part du postulat que entre 0 et 16 ans, le cerveau est encore plastique, donc les processus n'est pas bien installé, engrammé. Et donc, il y a un protocole qui a été pensé par le réseau, c'est-à-dire qu'à partir de 16 ans, en présence des parents, on peut faire la découverte. Mais sinon, en général, c'est à partir de 18 ans avec des majeurs. Et en réalité, c'est ouvert à toute personne, on va dire, saine d'esprit, qui cherche à se comprendre ou à vivre une forme de thérapie, équilibre intérieur. Cet outil, pour moi, c'est précieux. Je pense que
la conscience de soi, la connaissance de soi, c'est le truc le plus précieux pour déjà trouver un équilibre intérieur et mieux s'orienter dans sa vie. C'est un peu comme si j'avais la carte de mon fonctionnement, la carte de mon rapport au monde. Et sans cette carte-là, ben, j'avance un peu à l'aveugle. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça me dérange, pourquoi je bloque avec mon frère, ma sœur, etc. Alors que quand on découvre son mode opératoire, ben, en fait, tout trouve son sens. Il y a une forme comme un eureka, les pièces sont à leur bonne place et tout devient clair et limpide. Ça y est, je comprends, là. Je peux avancer. Oui. Alors, moi, je dirais même, plus tôt on le fait, mieux c'est, parce que ça peut nous aider finalement à s'orienter, même professionnellement parlant. C'est ça. À ne pas forcément se jeter dans des études qui finalement sont aux antipodes de ce qui nous intéresse profondément. Et c'est vrai que ça peut nous faire gagner des années, mine de rien. Voilà. Ça, en tout cas, des années par rapport aux autres. Voilà. C'est ça, il y a plein d'expériences comme ça où il y a une personne qui vient pour trouver sa voie, elle est dans des études, elle découvre son mode opératoire, elle se rend compte qu'en fait, c'est un artiste. En fait, moi, je suis un artiste. Là, je fais des études d'ingénieur, mais qu'est-ce que je fous là-dedans ? Et en réalité, c'est au-delà même du mode opératoire. C'est qu'en fait, il y a des croyances, que voilà, ce mode de fonctionnement, il y a la pression familiale. Et le fait de découvrir ce mode opératoire, il sait que de toute façon, il ne sera jamais heureux dans ce chemin-là. En fait, s'il continue ce chemin par la pression de la famille ou les croyances sociétales, il va se perdre lui-même. Le fait de découvrir son mode opératoire, il se dit ça, c'est bon. Ça, je balaye et puis je vais vraiment dans ma vocation, dans mon chemin. Alors, comment une personne peut faire pour contacter un guide tisserand ? Déjà, est-ce qu'il y a un répertoire ? Est-ce que, voilà, comment on fait pour... Toi, t'es guide tisserand, on peut te contacter. Tu nous diras comment. Mais aussi d'autres personnes qui sont partout en France ou ailleurs. Comment ils peuvent faire ? Alors déjà, il y a le site internet du réseau, donc l'Institut de l'Action, où ça présente le modèle, le mode de fonctionnement, il y a des témoignages, des exemples, et sont répertoriés sur ce site tous les guides tisserands qui ont été certifiés par l'Institut de l'Action. Et donc, après, chacun peut choisir un guide tisserand en particulier pour pouvoir se faire accompagner dans ce cheminement de découverte de soi. Eh bien, écoute, Bakary, je te remercie pour cet entretien. On est arrivé au terme de l'entretien, finalement. J'espère que ça s'est bien passé, ça va ? C'était cool, franchement. Je n'ai pas été trop maltraité, ça va. Tant mieux. Donc, nous sommes arrivés au terme de cet épisode. Alors, n'oubliez pas, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur cet épisode et pensez à vous abonner et à activer les notifications pour recevoir les alertes concernant nos prochains épisodes. Pensez aussi à partager cette chaîne autour de vous. Merci pour votre attention et rappelez-vous, votre or est en vous. À très vite pour une nouvelle façon d'exploration de soi.